Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter quelques livres. Il va s'agir soit de livres récents que des éditeurs m'ont envoyés, soit de livres plus anciens mais que j'ai lus il n'y a pas si longtemps et qui m'ont extrêmement intéressé. Je vais vous présenter 4 ouvrages. Le premier parle de la Seconde Guerre mondiale, de la collaboration et de la résistance. Le second traite du conspirationnisme. Le troisième parle de collapsologie. Et le dernier est un livre de culture générale sur la civilisation de l'île de Pâques. Et le premier livre que j'ai à vous présenter est celui de l'historien Simon Epstein, qui s'intitule Un paradoxe français. Ce livre, qui traite de la Seconde Guerre mondiale, peut être grosso modo divisé en 3 parties. Dans une première partie, Epstein nous fait la biographie de différents militants de gauche qui ont ensuite rallié Vichy et parfois même sont devenus antisémites. Parmi ces militants, on en trouve une grande partie qui d'ailleurs était à la LICA avant la Seconde Guerre mondiale, donc l'ancêtre de la LICRA, une association qui lutte contre l'antisémitisme. Certains de ces militants étaient même, pour les plus anciens, d'anciens Dreyfusards. La troisième partie, elle, est l'inverse complet, puisqu'elle nous présente des militants de droite, voire d'extrême droite, certains antisémites, mais qui, eux, ont fait partie de la résistance. Et puis, surtout, il y a la partie centrale, dans laquelle Epstein va nous expliquer pourquoi aujourd'hui en France on a une lecture extrêmement binaire de la Seconde Guerre mondiale, avec d'un côté les gentils qui ont résisté, qui globalement représentaient la gauche, et de l'autre côté les méchants, la droite, qui elle aurait collaboré et vendu les juifs à l'Allemagne. Epstein nous explique qu'en fait cette analyse de la Seconde Guerre mondiale est due à une grille d'analyse qu'on appelle la thèse des deux France, et qui grosso modo nous explique que la France est coupée en deux de façon immuable depuis la Révolution française, avec d'un côté la gauche, qui représente la révolution, le progrès, et pendant la Seconde Guerre mondiale, la résistance, et de l'autre côté, la droite, qui représente les réactionnaires, les royalistes, les antiprogressistes, et ceux qui auraient collaboré pendant la Seconde Guerre mondiale. Et bien sûr, tout le travail de Epstein dans ce livre est de déconstruire ce mythe des deux France, d'abord par les différentes biographies qui nous montrent que clairement, beaucoup de gens à gauche ont collaboré et que beaucoup de gens à droite ont résisté. D'ailleurs, il nous livre une analyse pour expliquer ce qui a réellement fait que les gens ont collaboré ou résisté, et pour lui, ce n'est pas le fait d'être de gauche ou de droite qui nous a fait pencher pour ou contre l'Allemagne, mais la question du pacifisme. Selon lui, ceux qui ont vraiment collaboré avec l'Allemagne, ce sont les gens qui, avant la Seconde Guerre mondiale, voulaient la paix et une Europe unie. Et donc, on retrouve à la fois des gens de gauche et de droite. Également, autre élément très intéressant de ce livre, Simon Epstein va nous expliquer l'envers de la recherche historique française. C'est quelque chose qui se fait assez peu dans ce genre d'ouvrage, mais il va nous expliquer que, eh bien, si on a aussi cette vision binaire et cette logique de cette thèse des deux France, c'est parce que les historiens, notamment de gauche, ont une lecture extrêmement binaire de l'histoire et ont des sortes de biais mentaux qui font que, par exemple, quand ils vont traiter de la biographie d'un militant de gauche et qui peut avoir collaboré, eh bien, ils vont oublier, ils vont omettre de nous expliquer ce que cette personne a fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Inversement, quand ils vont parler de quelqu'un d'extrême droite, parfois antisémite, ils vont nous rappeler ce qu'il a fait pendant la Seconde Guerre mondiale, mais s'il a un passé de gauche avant la Seconde Guerre mondiale, eh bien on va l'oublier. Il nous explique d'ailleurs que cette thèse des deux France a surtout été ravivée à partir des années 80 dans un but politique, puisque c'est à cette époque-là que le Front National commençait à monter en puissance, et donc l'histoire à un moment, et les historiens de gauche, eh bien, ont instrumentalisé, sans vraiment le vouloir, leur discipline à des fins antifascistes. Également, dernière chose à signaler sur cet ouvrage, dans la partie centrale surtout, Simon Epstein a souvent la plume assez corrosive et assez ironique vis-à-vis de ses collègues de gauche qui ont tendance à avoir des biais intellectuels. C'est quelque chose qui, je trouve, est assez agréable et rend la lecture de cet ouvrage un petit peu différent des autres livres d'histoire. Au final, ce livre, je vous le recommande si vous voulez avoir une vision non binaire de la Seconde Guerre mondiale. Également, je vous conseille de le proposer à certains de vos amis de gauche qui voient du fascisme partout et qui rattachent sans arrêt l'extrême droite à Vichy. Et également, il faut le lire vraiment pour la partie centrale qui est extrêmement intéressante pour ce qu'elle nous montre en fin de compte de l'envers du décor de la recherche historique. Sachez que ce livre a une page Wikipédia où il y a pas mal d'extraits de la partie centrale, des petits extraits de paragraphes, qui, je pense, vous allécheront assez. C'est vraiment, moi en tout cas, c'est en lisant cette page Wikipédia, après avoir découvert le livre, que j'ai décidé de me ruer à la bibliothèque pour le trouver. Et on passe maintenant au second ouvrage, qui est donc
L'opium des imbéciles de Rudi Reichstad, qui traite donc du conspirationnisme. Cet ouvrage, je l'ai découvert un petit peu par hasard via Twitter, en suivant un fil d'actualité. Et ce livre, donc, je l'ai demandé un petit peu par hasard, à vrai dire. Et l'éditeur, qui est grassé, a bien voulu me l'envoyer. Donc, Rudi Reichstad, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est la personne qui tient le site Conspiracy Watch, qui est donc spécialisé dans la veille sur les questions complotistes, qui travaille notamment aussi avec l'Institut, la Fondation Jean Jaurès, et qui est donc spécialisé sur les questions de complotisme. Dans cet ouvrage, Rudi Reichstad fait une sorte de synthèse de la question conspirationniste aujourd'hui. Il va nous présenter les méthodes conspirationnistes pour biaiser la réalité. Il va aussi nous présenter pourquoi le conspirationnisme existe, quelle politique il sert en fin de compte, souvent à détourner l'attention des réels problèmes. Et puis, aussi, et surtout, il va se livrer à une critique, en fin de compte, de tout ce qui est un petit peu complaisant avec les conspirationnistes. Alors ce livre est globalement intéressant, pour tous ceux qui voudraient découvrir en un seul ouvrage cette question, puisque c'est vraiment un survol, hein. Il y a des ouvrages vraiment plus spécialisés pour des questions plus spécifiques. Je pense au livre de Taguieff, par exemple, qui est un auteur spécialisé sur ces questions. Alors, à un moment, en lisant ce livre, je me suis posé la question de qui était la cible, en fin de compte, de cet ouvrage. Qui devait être le lecteur type? Et j'en ai conclu que, globalement, je ne suis pas sûr que les questions conspirationnistes intéressent beaucoup de monde, et j'en ai conclu que ce livre était surtout destiné aux journalistes et aux enseignants, c'est-à-dire aux gens qui pouvaient, par leur métier, être confrontés aux conspirationnistes pour avoir en fait une base pour répondre, ou au moins comprendre les mécanismes du conspirationnisme et pouvoir y apporter des réponses et se défendre contre certaines accusations, puisque notamment les journalistes sont souvent accusés de relayer les infos du pouvoir, etc. Par contre, à mon avis, ce n'est pas un livre que vous pouvez offrir à quelqu'un qui a des penchants conspirationnistes en vous disant « bon bah comme ça va peut-être lui donner des billes pour sortir un peu de sa logique débile ». Très clairement, le titre est très clair là-dessus, hein. C'est pas du tout un livre qui est fait pour convaincre les conspirationnistes qui se plantent. Le titre en lui-même est quand même assez agressif, je trouve, et assez mal choisi. Enfin, L'opium des imbéciles, clairement, c'est un titre qui n'appelle pas du tout à débat avec les personnes en question. Alors c'est un choix, hein. Rudi Reichstad est très, je dirais, dans un anticonspirationnisme moral, c'est-à-dire qu'il ne se pose pas la question de... bah oui, mais il y a des gens qui ont des fois des thèses un peu conspirationnistes, il faut débattre avec eux. Clairement, c'est pas du tout son optique. C'est vraiment une condamnation en bloc. Alors c'est vrai que de toute façon, les gens généralement qui ont des théories conspirationnistes, on peut pas trop les raisonner, mais clairement je trouve quand même que cette logique d'anticonspirationnisme moral ressemble un petit peu à l'antifascisme moral, c'est-à-dire qu'on se complaît un petit peu dans le fait qu'on est reconnu comme étant les gentils et comme ayant la vérité, pour ne pas avoir à débattre avec l'ennemi. Même si je reconnais aussi tout à fait qu'il est absolument impossible de débattre souvent avec des conspirationnistes. Mais je pense quand même que ce livre aurait pu être écrit dans une optique un petit peu plus pédagogique en fin de compte, et moins virulente. Donc voilà, un livre à mon avis intéressant pour survoler la question du conspirationnisme, mais qui ne peut pas être utilisé comme outil pédagogique pour lutter contre le conspirationnisme directement. Et donc on passe maintenant au troisième ouvrage, qui est un livre sur la collapsologie, un livre d'Yves Cochet, qui s'appelle « Devant l'effondrement ». J'ai demandé ce livre à l'éditeur parce que depuis... Hop, manifestement, le livre lui-même s'effondre. J'ai donc demandé ce livre à l'éditeur, que je remercie de me l'avoir envoyé, puisqu'il s'agit d'un éditeur quand même d'extrême gauche. Je me suis dit qu'en voyant la thématique de la chaîne, il ne l'enverrait pas, mais si. Et donc j'ai demandé ce livre parce que depuis quelque temps, je travaille donc sur la collapsologie, et je veux produire une vidéo d'analyse critique sur la collapsologie. J'ai beau être extrêmement écolo, je pense qu'il y a quand même beaucoup de problèmes avec ces nouvelles théories qui apparaissent dans les milieux écolos, et je voulais vous proposer donc une vidéo sur le sujet. Je me suis donc procuré les livres notamment de Pablo Servigne, et j'ai vu que cet ouvrage était sorti récemment, et donc j'ai aussi cherché à me le procurer. Alors, dans cet ouvrage, Yves Cochet, grosso modo, nous présente brièvement pourquoi la société thermo-industrielle, comme il l'appelle, va s'effondrer, et également nous présente un peu sa vision de la société future.
Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais cet été, il y a eu une interview de lui dans le média qui s'appelle Brut, qui était sorti, qui avait un petit peu buzzé, parce que Yves Cochet, il nous expliquait dans cette petite vidéo d'une dizaine de minutes que grosso modo, l'effondrement était inévitable, qu'il allait avoir lieu d'ici une dizaine d'années, qu'il allait faire des milliards de morts, il le dit très clairement comme ça, et qu'ensuite il faudrait construire une société technologiquement faible, low-tech, et que tout le monde se déplacerait avec des chevaux et des ânes, qu'il fallait donc en revenir à l'attraction hippomobile. Grosso modo, il tient à peu près le même discours dans ce livre. Là-dessus, au moins, on ne peut pas lui reprocher d'être inconstant. Il est assez clair, il nous dit qu'il y a des millions, des milliards de morts, et il faudra en revenir à l'attraction animale. Alors, honnêtement, il y a peu de livres qui traitent de la collapsologie. Il y a donc ceux de Pablo Servigne, qui a inventé le terme collapsologie. Et c'est à peu près tout. C'est un sujet qui buzz beaucoup dans les médias, qui a buzzé il y a quelques mois, je trouve. Et il n'y a pas grand-chose d'autre. Donc maintenant, en plus, vous avez le livre d'Yves Cochet, et je pense qu'une fois que vous aurez lu notamment ce livre-ci de Pablo Servigne, et le livre d'Yves Cochet, vous aurez fait le tour de la question, puisque, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire, et ça se répète assez. Globalement, au début, on montre pourquoi la société va s'effondrer, notamment il s'axe autour de l'argumentation qu'il est de plus en plus difficile d'extraire des énergies. Grosso modo, ça demande de plus en plus d'énergie d'extraire de l'énergie fossile, et que donc c'est non viable, et qu'à la fin, la société va s'effondrer. La particularité du livre de Cochet, c'est qu'il s'attarde plus sur ce qui sera pour lui la société post-effondrement. Mais à part ça, globalement, les arguments qui reviennent sont les mêmes, et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et c'est pour ça que je pense que, honnêtement, une fois que vous aurez lu les deux ouvrages, vous aurez fait le tour de la question. Donc voilà, si vous êtes intéressé par la question de l'effondrement, ce livre peut vous intéresser. Après, moi, ce qui m'a gêné, c'est que... Enfin, pas ce qui m'a gêné, mais ce qui m'embête avec ce livre, c'est que, notamment, ce que dit Yves Cochet est déjà en partie trouvable dans les ouvrages de Pablo Servigne, et qu'une partie, la partie société post-effondrement qu'il nous présente, est trouvable gratuitement sur le site de l'Institut Momentum, qui a été justement fondé par Yves Cochet. Il a fait notamment une étude pour la RATP ou la SNCF, enfin plutôt une espèce de synthèse futurologique sur la région parisienne dans 50 ans, post-effondrement. C'est assez étonnant d'ailleurs qu'une entreprise ait demandé ce genre de choses. Et en fin de compte, c'est la même chose que vous retrouvez la même chose en fin de compte que dans ce livre, mais gratuitement en PDF sur Internet. Donc, voilà. Faut-il acheter ce livre si vous êtes intéressé par la collapso? C'est à vous de voir. Pour le reste, j'entre pas plus à fond dans la critique de la collapsologie ou de ce que peut dire dans ce livre Yves Cochet, puisque, comme je vous l'ai annoncé, je vais faire au moins une vidéo sur le sujet d'analyse critique. Et maintenant, on va passer au dernier livre, qui parle de l'île de Pâques, et qui est en rapport d'ailleurs avec la collapsologie. Puisque la collapsologie nous explique que le monde va s'effondrer et s'appuie sur des précédents historiques. Et l'un de ces précédents qui revient souvent, c'est l'exemple de l'île de Pâques. Et il y a quelques mois, j'ai pu trouver en bibliothèque, par hasard, ce très bel ouvrage qui traite, c'est un ouvrage de culture générale, donc de la société, de la civilisation de l'île de Pâques. C'est un ouvrage qui a été réalisé par des scientifiques, en collaboration avec plusieurs musées. C'est un livre très très beau, vraiment, avec beaucoup d'illustrations, qui se lit très facilement. Alors à la base, moi personnellement, je suis vraiment pas passionné par ce genre de livres sur les cultures exotiques primitives entre guillemets. Je suis pas du tout genre extasié sur les cultures comme ça primitives, mais du coup comme c'est un sujet qui était abordé par la collapsologie, et puis qu'effectivement l'île de Pâques est assez fascinante avec ses grandes statues, ces moailles, j'ai décidé de le lire. Et j'ai pas été déçu, parce que vraiment c'est un livre assez magnifique, qui apprend pas mal de choses, à la fois sur la culture de l'île de Pâques, mais aussi qui revient de façon scientifique sur les mythes liés à son effondrement. C'est pour ça qu'il est intéressant pour mes vidéos sur la collapsologie. Et ce livre bat complètement en brèche, en fait, les théories et croyances populaires et collapsologiques sur l'effondrement de la civilisation pascuane.
Ce livre m'a tellement plu qu'à un moment j'ai même hésité à en faire une vidéo de présentation, enfin une vidéo sur l'île de Pâques à partir en partie de ce livre, et c'est ce que je vais effectivement faire. J'ai décidé de vous présenter donc en fin de compte la culture de l'île de Pâques, mais surtout en lien avec les théories collapsologiques, et cette vidéo en fin de compte sera un prémisse à la vidéo de critique de la collapsologie. Ça devrait être l'une des prochaines vidéos qui va sortir, donc je reprendrai dans cette vidéo une partie de ce qu'on apprend dans ce livre et dans certains autres ouvrages scientifiques. Bref, pour en revenir à ce livre sur l'île de Pâques, un ouvrage donc de culture générale assez intéressant, un beau livre pour 35 € je crois, qui peut aussi être un très beau cadeau si vous connaissez des gens qui s'intéressent à ce genre de culture exotique. Honnêtement, c'est un très beau livre pour offrir à Noël, même si bon là on est en janvier. Et cette présentation de livre est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura donné envie de lire certains des livres présentés, ou du moins qu'elle vous aura aiguillé dans vos choix de lecture. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo. De mon côté, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. D'ici là, je vous dis portez-vous bien, et à la prochaine.